Bienvenue à ces rendez-vous de chaque dimanche soir sur la chaîne de référence. En toute vérité, aujourd'hui, reçoit pour vous le pasteur Théodore Ngoï, scientifique, acteur politique, avec qui nous allons débattre de questions d'actualité et de l'heure, mais aussi de solutions pour la République démocratique du Congo, de perspectives pour permettre plus de cohésion nationale et plus de développement pour notre pays. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis avec une autre Mboula, c'est Sylvie Mboula. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Eric Mboula. Et elle anime avec moi cet entretien que vous attendez avec le pasteur Théodore Ngoï. Avant d'aborder toute la matière de ce soir, nous vous proposons de découvrir qui est pasteur Théodore Ngoï. Il s'appelle Théodore Ngoï Ilunga Wansenga. Il aime Dieu plus que tout au monde et déteste le mensonge. Sa couleur préférée est le bleu. Son plat préféré est le foufou, pondu et poisson kopoloi. L'obtention de son diplôme d'État avec 63% est notée comme souvenir d'enfance qu'il a le plus marqué. Il est pasteur de l'église de la Gombe depuis plus d'une dizaine d'années. Notons que Théodore Ngoï Ilunga Wansenga est détenteur d'un diplôme de spécialiste en communication chrétienne et expert en planification formé par la Banque centrale du Congo au pays et à l'étranger. Secrétaire du conseil d'administration de la Banque centrale du Congo, Théodore est aussi licencié en sciences politiques et administratives agréé de l'université de l'enseignement de l'université de Lubumbashi. Le pasteur Théodore est aussi diplômé d'études supérieures en droit pénal et criminologie. Il est docteur en droit et professeur à l'université de Kinshasa. Le pasteur Théodore est aussi diplômé d'études supérieures en droit pénal et criminologie. Il est docteur en droit et professeur à l'université de Kinshasa. Député du Katanga, président élu du comité scientifique congolais du progrès international de l'UNESCO, avocat à la cour d'appel, président de l'ONG chrétienne pour la justice. Il faudrait relever également qu'il a été candidat aux élections présidentielles de décembre 2018 au nom du Congo pour la justice, son parti politique. Homme de convictions et de principes, Théodore Ngoï ne jure que sur la défense de droit et de la justice. La justice, celle qui élève de nations. Comment se porte le pays après une année d'exercice de notre gouvernement, la première année de ce gouvernement Irukamba? Bien, je l'avais dit à la Cour constitutionnelle, qui elle-même a dit qu'elle avait le pouvoir d'assurer la régulation de la vie politique. En fait, je comparaissais devant la Cour constitutionnelle en tant que juge électoral. Et en tant que juge électoral, il est le juge de la régularité du processus électoral, régularité des fonds et régularité des formes. Et cette Cour avait déjà dit que c'était un droit fondamental pour les peuples congolais d'être dirigé par un président de la République, des députés et sénateurs régulièrement élus. Il s'ensuit que si la régularité n'a pas été assurée, la suite, c'est le chaos. La Cour constitutionnelle aurait dû annuler les élections et elle a préféré confirmer les résultats irréguliers de la CENI. Comme je l'avais dit devant la CENI, le président de la République n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Cela signifie qu'il n'y a pas eu alternance politique au Congo. Et quand il n'y a pas alternance politique, puisque nos institutions sont le résultat d'une construction mimétique du droit français, c'est la cohabitation, que l'on a appelée ici coalition. D'ailleurs, en France, à un moment donné, on parlait de coexistence des pouvoirs. Pourquoi? Parce qu'on a deux pouvoirs à la tête de l'exécutif. Le chef de l'État, chef constitutionnel, parce qu'il a été élu, et le Premier ministre, chef de l'exécutif, qui a des pouvoirs propres. Et les deux sont en opposition. Parce que le président ne peut plus nommer le Premier ministre de son choix, ni les ministres de son choix. C'est le Premier ministre qui propose,
le contre-saint du Premier ministre est renversé. C'est presque le président de la République qui contre-signe les ordonnances, au point que l'on s'était demandé en France si François Mitterrand, le premier à expérimenter la cohabitation, allait refuser de signer les ordonnances. Et voilà la réalité qui est la nôtre. Étrangement, nous avons appris que l'UDPS, qui s'opposait à Joseph Kabila et au FCC, qui sont porteurs des antivaleurs, est devenu l'allié du FCC. Pourquoi? On ne sait pas. Mais ils ont dit que c'est pour pouvoir gouverner ensemble. Mais il a fallu plus de 6 mois, je crois, pour nommer le Premier ministre. Il a fallu encore du temps pour nommer le gouvernement, etc. Et le Premier ministre va en mission à Lubumbashi. Le président de la République, avec un membre de son parti politique, qui se trouve être le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, nomme, signe, je ne sais pas moi combien d'ordonnances, et parmi lesquelles celles qui remplacent des juges à la Cour constitutionnelle en violation intentionnelle de la Constitution. Nous allons y revenir. Aujourd'hui, quel bilan nous pouvons dégager de ce qui a été l'exercice du premier mandat, de la première année, je veux dire, de ces gouvernements qui Lukamba depuis installés? Bon, d'abord, vous vous rappelez que j'ai été candidat président de la République, comme celui qui est maintenant président de la République. D'ailleurs, il est venu me voir ici, parce que j'avais mis en place un collectif des candidats présidents de la République. Il voulait nous parler. Donc nous avons échangé. Pourquoi j'ai été candidat président de la République? Parce que je considère que le Congo ne pourra jamais, mais alors jamais, assurer la dignité des citoyens, parce que c'est ça le but de l'État et de la démocratie. C'est assurer la protection de l'État, du patrimoine de l'État, de son territoire, de sa souveraineté, de ses richesses, pour l'intérêt des citoyens et à cause des citoyens. Tout cela exige un homme de très grande valeur, et la valeur essentielle, comme l'a dit un député belge il y a longtemps, il n'y a pas d'intérêt de la société qui ne soit pas la justice. Et moi, je pensais qu'il fallait amener cette justice-là, qui consiste à imposer le respect des règles, même celles qui concernent les relations internationales, pour mettre fin d'abord aux tueries des Congolais. Parce que les Congolais sont tués à partir de l'idée qui ressort de l'acte général de Berlin. Le Congo ne doit jamais devenir un pays souverain. Liberté de navigation, liberté de commerce. Personne ne doit payer des taxes au Congo. Il faut un gardien. Léopold II a été le premier gardien. On l'a accusé de génocide avec raison. Il a cédé au Congo belge. Le Congo belge a commencé à exploiter nos richesses en coupant les mains des Congolais, etc. Enfin, Léopold II le faisait déjà, en nous déportant, en nous séparant, nous humiliant. Lumumba devient Premier ministre. Et il faut dire que les institutions de cette époque faisaient du président de la République tout simplement un roi qui gouverne, enfin qui règne mais qui ne gouverne pas. C'était le Premier ministre qui avait le pouvoir et c'est lui qui a décidé que Kasavubu devienne le président de la République au lieu de Boulikango. Mais bah, voilà, on l'a révoqué alors que le président de la République n'avait pas le pouvoir de le révoquer et c'était la crise jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans les années 93, les États-Unis vont décider qu'il faut aussi qu'ils aient accès aux richesses immenses, variées, multiformes, multidimensionnelles du Congo. Et on nous a amené un génocide en 1994, à l'ombre des génocides congolais, plutôt rwandais. Un génocide est en cours, même au moment où nous parlons. Et l'on a parlé d'une guerre ethnique, alors que c'était une guerre économique. Et l'on a voulu dire que c'était un affrontement interne, alors que le Rwanda et l'Ouganda se sont affrontés sur le territoire congolais. En fait, ce sont les multinationales qui exploitent les richesses du Congo, notamment les coltans, en affaiblissant le Congo. Ce sont des entreprises de l'insécurité. Il faut que le Congo soit affaibli. Et donc, on va continuer à tuer les Congolais. Et on continue à les tuer jusqu'à présent
parce que c'est la guerre économique. Alors j'ai pensé, avec ma personnalité, mettre fin à cela. Je constate qu'il y a un président de la République, mais qui n'a pas encore mis fin à ça, parce qu'on continue à tuer les Congolais. On les tue pas seulement à l'Est, en grand nombre, mais on les tue aussi à Kinshasa. On les tue aussi dans la plupart de provinces, parce que les Kuluna aussi, hein, ce qu'on appelle les Kuluna aussi, tuent. Donc l'insécurité n'a pas. Sur le plan économique, le franc congolais s'est déprécié. Il n'y a pas un contrôle de la structure des prix sur les marchés. Le pain, les choses que j'achète dans une alimentation à 5 000 francs, on me les vend aujourd'hui à 10 000, voire à 15 000 francs. Ben, il n'y a aucun contrôle des prix. Et en termes d'emploi, il n'y a pas création d'emploi, et il n'y a pas amélioration des salaires. Les enseignants dont je fais partie sont toujours dans la situation précaire. Les militaires, n'en parlons pas, les gens de l'administration. Donc le pays ne connaît pas la paix. Et tout cela aussi, c'est à cause justement de l'irrégularité qui a été installée par la Cour constitutionnelle. Mais pour la population, le problème, c'est plutôt vous, les acteurs politiques, qui êtes à la base de ces blocages que nous vivons avec des crises intempestives. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous justifiez d'abord cette allégation? Mais d'abord, c'est simple. Mobutu arrive à sa fin. La géopolitique décide qu'il faut le remplacer. Bon, on va le remplacer en inventant un danger pour les Tutsis au Congo, qui sont devenus Banyamulenge en 1974, création des Gisaro. Et ils nous font la guerre. Apparaît Laurent Désiré Kabila, qui s'autoproclame président de la République, qui fait en fait un coup d'État à cette organisation politico-militaire qui venait tout simplement pour prendre le contrôle du pays en remplacement de Mobutu. Laurent Désiré Kabila ne peut pas gouverner. En fait, un ancien secrétaire d'État américain a reconnu qu'en 3 ans, sans les Fonds monétaires internationaux, sans la Banque mondiale, il a pu créer une économie. Il a créé la monnaie. Hein. La monnaie était très forte à sa création, mais on l'a tué. Et Joseph Kabila est venu, moi-même, il m'avait reçu, il m'avait proposé de diriger la délégation du gouvernement à Gaborone. Je lui avais dit que je n'acceptais pas parce que ce gouvernement est succédé à l'autre qui avait révoqué les 315 magistrats, les 315 ex-agents de l'ex-Petro-Congo. Et moi, je ne pouvais pas, moi qui me battais pour la justice depuis Mobutu, qui avait demandé à Mobutu de démissionner à mes risques, je ne me voyais pas dans un gouvernement où j'aurais de l'argent. Certainement, j'aurais un salaire, ben, je prospérerais parce que la plupart des gens qui sont, ils prospèrent, mais je ne réaliserai pas le but pour lequel je deviendrai ministre. Je ne peux pas. Alors que depuis que je suis enfant, Dieu m'a éduqué, grâce à mon père, dans l'idée de me battre pour la justice, la dignité, et qu'on se moque de moi, parce que je suis pauvre. Mon père m'a dit, c'est pas grave, tu ne resteras pas pauvre toute ta vie, mais ne permets pas que les gens disent que tu es malhonnête avec raison. Qu'ils le disent, mais qu'ils aient tort, que ça soit faux. Et donc j'ai refusé les fonctions, et par la suite j'étais à Sun City, le président de la République a voulu que je sois ministre de l'Information, j'étais même nommé par décret, j'ai encore décliné cette offre. Finalement, puisque je suis un ancien haut fonctionnaire de la Banque centrale, j'avais été nommé secrétaire du conseil d'administration par Bakandéja, à l'époque nommé président du conseil d'administration, sous Massangou le gouverneur. Massangou n'a pas accepté, j'ai perdu mon emploi à la banque, on a négocié, je dois retourner à la banque, l'actuel gouverneur hésite à me rétablir, pour quelle raison je ne sais pas. Alors donc, j'étais haut fonctionnaire à la Banque centrale, et j'ai estimé que, pour moi, l'argent ne peut pas être la raison pour laquelle je me bats. Je dois me battre pour la justice. Le président de la République m'a appelé,
m'a dit, je te nomme gouverneur de la Banque centrale. Et il m'a nommé gouverneur de la Banque centrale. Pourquoi je ne suis pas devenu gouverneur de la Banque centrale? Une réunion a eu lieu, on a fait comprendre au président de la République que je ne donnerai pas un seul franc pour les élections. Il semble, d'après celui qui m'a rapporté, que Kamere a dit, enfin Kamere lui-même a confirmé ça, parce que je lui ai rappelé cela à la CENI, lors de nos réunions à la CENI, et même quand il est venu avec Félix Tshisekedi, alors candidat, j'ai rappelé ça aussi, parce que j'expliquais à Tshisekedi que je ne pouvais pas choisir de le soutenir. Je serai candidat jusqu'au bout, même si je n'avais pas les moyens de faire campagne, de circuler, mais je resterai candidat et je continuerai à l'être jusqu'au jour où je serai élu. Donc je n'avais pas à lui céder. Je lui ai expliqué même mes relations avec son père, etc. Alors donc Kamere a reconnu ça. Il a dit au président de la République, si le pasteur Ngoï est gouverneur, il va très bien travailler, mais lorsque nous aurons besoin d'argent pour les élections, il nous dira « Ainsi dit l'Éternel ». Voilà pourquoi je ne suis pas devenu gouverneur. Vous comprenez? Donc le pays est en crise. Et cette crise, ce n'est pas une crise véritablement économique. C'est une crise d'hommes. Comme le disait Blumenthal, hein, déjà à l'époque, qui représentait le Fonds monétaire international ici, le problème du Congo, c'est un problème de mentalité. C'est moins un problème économique qu'un problème d'hommes. Mais de manière globale, pourquoi c'est difficile pour des acteurs politiques au Congo de se mettre d'accord sur des fondamentaux qui permettent au pays d'avancer et de créer plus de cohésion? Vous n'avez pas observé que des gens qui étaient mobutistes pendant des années sont devenus des opposants. Après, ils sont redevenus mobutistes. Et après, ils sont devenus kabylistes, c'est-à-dire Laurent Désiré Kabila. Après, ils sont allés dans l'opposition. Certains sont allés au Rwanda, qui a créé le RCD. Hein. Le Rwanda, c'est une création. Enfin, le RCD est une création économique, politique, financière du Rwanda. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le rapport du groupe d'experts des Nations Unies. Tout comme le MLC. C'est une création de l'Ouganda. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce rapport qui existe. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont allés, qui étaient du MLC, des opposants, avec Bemba. Ben, on les a vus quitter Bemba, venir chez Kabila, après quitter chez Kabila et aller chez Tshisekedi. Voilà les Congolais. Donc, on ne peut pas se mettre d'accord avec lui, parce que le but du Congolais, c'est mon ventre. Ce n'est pas l'intérêt du citoyen congolais. Parce que si c'était l'intérêt du citoyen congolais, il y a des choses que le Congolais n'aurait jamais acceptées. Mais on vous accuse, vous aussi, de vouloir déstabiliser les institutions en cherchant à mettre en accusation le chef de l'État pour violation de la Constitution. C'est encore une manière de montrer que vous n'êtes pas ensemble, vous ne pouvez pas vous unir, vous ne pouvez pas donner de meilleures perspectives pour travailler ensemble et permettre au pays d'avancer. La Bible dit, deux hommes marchent ensemble sans se mettre d'accord. La justice, c'est le respect des règles établies ou convenues. N'est-ce pas? La Constitution, c'est un contrat. La Constitution qui a été adoptée et promulguée après son approbation par référendum par le peuple congolais. C'est ce contrat qui établit le cadre d'exercice du pouvoir, de gestion de la société dans l'intérêt de tous. Et le maître mot, comme disait François Mitterrand, la Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution. Le président Tshisekedi, tout comme Joseph Kabila, à son temps, a prêté serment devant Dieu, d'abord. Le fondement de Dieu, c'est la justice, le respect des règles. Et devant la nation, il l'a fait devant la Cour constitutionnelle qui lui en a donné acte. Quel est ce serment? De défendre, de respecter et de faire respecter la Constitution. Alors lorsqu'il ne la respecte pas, en vertu de ce qu'on appelle l'état de droit, dont j'entends parler, mais c'est en fait le projet de société de notre Constitution. L'article 1er de la Constitution déclare que le Congo est un état de droit. L'une des lignes maîtresses de cette Constitution, qui a, si vous voulez, déterminé la mise en place des institutions de la République,
c'est-à-dire le président de la République, le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux. Le parquet, ce n'est pas une institution. C'est l'instauration de l'état de droit. Et l'état de droit, c'est quoi? En résumé, c'est un état où on respecte la légalité, la démocratie et les droits de l'homme. Et notre constituant, le constituant congolais, sachant qu'il est important d'assurer l'équilibre des pouvoirs, a adopté le principe qui nous est venu, que nous connaissons de Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir. Ce qui fait qu'on a donné des pouvoirs limités au président de la République et au Premier ministre. Ce pouvoir-là varie selon que les chefs d'État a la majorité à l'Assemblée nationale ou il ne l'a pas. Vous comprenez? Et lorsque le président de la République décide de nommer des juges qui sont juges à la Cour constitutionnelle, alors que ces juges ont un mandat qui court, qui n'expire que si il arrive à son terme, ou si les juges à la Cour constitutionnelle décèdent, ou si il est domis d'office, ou sinon il a démissionné lui-même, ou alors il a été révoqué. Mais aussi, si par tirage au sort, processus de renouvellement tous les 3 ans de la Cour, il sort. Nous ne sommes pas dans cette hypothèse. Le chef d'État n'a aucun pouvoir de mettre fin à la fonction d'un juge à la Cour constitutionnelle, qui est juge de la plus haute juridiction, qui est le juge pénal du président de la République, qui est le seul capable de placer le président de la République en détention préventive. S'il y a une procédure initiée par... Il y a une action publique née de l'infraction à la requête du ministère public, après cette juridiction, c'est ces juges-là qui ont le pouvoir de condamner le président de la République à perpétuité. La haute trahison est sanctionnable de la peine à perpétuité, la servitude pénale à perpétuité. Et puis, qui peut ordonner la déchéance. Celui-là, la Constitution a voulu le protéger. Même quand son mandat prend fin normalement, 2 ans durant, il est toujours juge constitutionnel sans exercer. Il est interdit de le nommer à un emploi public, notamment comme magistrat. D'ailleurs, le statut de magistrat ne s'applique pas aux juges à la Cour constitutionnelle. De sorte que mes clients, Noël Kilomba et le juge Boulou, avaient renoncé à ce mandat de magistrat, des magistrats, dès lors qu'ils avaient levé l'option, dans les 8 jours de leur nomination comme juge à la Cour constitutionnelle, levé l'option de ne plus être juge, magistrat. Donc ils ne font pas partie du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature n'a aucun pouvoir sur eux. Ne peut pas aller, pendant qu'ils ont leur mandat, dire « je les propose à la nomination à la Cour de cassation ». Alors, si maintenant, moi en tant qu'avocat, un avocat assure les droits de la défense, les droits de la défense sont au cœur de la démocratie, des droits de l'homme et donc de l'état des droits, si moi, avocat, je dis tiens, attention, il y a violation des droits de l'homme, et que l'on se fâche contre moi, l'on me menace comme l'a fait le secrétaire général de l'IDPS, comme l'ont fait certains membres de l'IDPS qui m'ont envoyé des SMS, me disant nous sommes Kamouna en Sapo, nous allons vous avoir. On a menacé mon petit frère, on a craché sur lui, à Lubumbashi, pas des membres de l'IDPS. Je vais faire parvenir au président de la République une lettre dans laquelle je lui demande constitutionnellement d'assurer ma protection, la protection de la démocratie. On doit maintenant menacer quelqu'un lorsqu'il a un point de vue différent de celui du président de la République. Nous avons lutté contre Joseph Kabila, nous avons condamné la pensée unique, qui est unique, et ce que nous disions être mauvais au temps de Joseph, nous ne pouvons pas dire que c'est mauvais au temps de Tshisekedi. Il faut qu'on nous insulte, il faut qu'on nous menace, il faut qu'on nous frappe. On ne peut pas accepter ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est un devoir. Vous savez, l'avocat au départ, c'est qui? C'est un frère qui fait partie des ordres. C'est ça l'avocat. La mission de l'avocat, la mission première, à l'origine, c'est de défendre les humiliés et les pauvres de la société. Les avocats, c'était des frères qui avaient la soutane et qui prêtaient seulement la main sur la Bible.
C'est pourquoi nous portons un costume qui ressemble à une soutane. C'est de là que ça vient. Et au temps de Napoléon, Napoléon a considéré que l'avocat avait une langue qu'il exerçait par la plaidoirie et qu'il fallait lui couper la langue s'il l'utilisait contre le gouvernement. Ah oui, on a tué l'avocat qui a défendu le roi Louis, qui a été guillotiné. L'avocat a été aussi guillotiné. Donc, l'état de droit, c'est la protection aussi de l'avocat, n'est-ce pas? Si on veut construire une démocratie, un état de droit dans lequel chaque citoyen est respecté dans sa dignité, le président de la République devrait assurer ma protection, interdire aux gens de l'UDPS de considérer que parce que, aujourd'hui, moi qui avais des points de vue opposés à Joseph Kabila, j'ai été mis en prison. Nous sommes ici chez moi, je viens de reconstruire avec le peu d'argent que Dieu me paye comme avocat. On ne me paye pas encore l'argent que j'ai exigé, 14 millions, en guise de dédommagement, parce qu'on avait incendié volontairement cette propriété par des militaires. Je réclame plus d'1,5 million $ parce que c'est mon salaire des députés. On m'a empêché. Comme ça, là, on dit, tu n'entres pas parce que tu es contre Kabila. On a tué la femme de mon collaborateur, Néné Mouchipai, qui chantait derrière l'église, par balle. Son mari a eu la vie sauve par la grâce de Dieu. On lui a brisé le bras. Il vit à l'exil aujourd'hui, Christophe Mouchipai. Parce que j'ai annoncé que je suis candidat pour la République en 2005, on m'a mis les menottes, ici chez moi. On m'a amené à Makala. Lorsque j'ai fait alliance avec Bemba, qui avait réussi à me faire sortir de Makala, par loyauté, j'ai fait alliance avec lui. Nous avons signé un accord, hein, nous deux, qui a donné naissance à l'Union pour la Nation. Mais on a dit que je dois mourir. Comment tu peux faire alliance avec quelqu'un de l'Équateur, toi, Moulobaka du Katanga? Voilà. On s'est pris à moi pour ça. Maintenant, sous l'UDPS, Union pour la paix et la démocratie, on reprend, n'est-ce pas, le même système que Kabila. Si tu n'as pas les mêmes points de vue que Tshisekedi et l'UDPS, tu es un sorcier. Marc Kabound a même osé dire, c'est lui qui parle mal contre l'FCC, c'est un sorcier. Eux, ils font alliance avec l'FCC, on ne sait pas pourquoi. Et ils disent, ah tiens, vous avez parlé avec l'FCC, vous êtes... Mais on ne peut pas accepter ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, Sylvie Mbou. Justement, pasteur, on parle état de droit, on parle cohésion nationale. Vous pensez qu'à l'heure actuelle, vous arriverez à faire clouer Félix Tshisekedi, le président de la République? Mais moi, je n'ai pas pour ambition de clouer Félix Tshisekedi. J'ai écrit au président de la République, qui se trouve être Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une lettre lui démontrant que par ses ordonnances remplaçant mes clients, j'étais constitué conseil par les juges Noël Kilomba et Jean Oboulou. Ils m'ont donné un mandat général et 2 procurations spéciales pour poser tous les actes de ma profession pour obtenir qu'ils continuent à exercer leurs fonctions parce qu'ils sont toujours juges constitutionnels. Non, pas juges constitutionnels, mais juges à la Cour constitutionnelle. C'est ça le titre exact. Alors, j'ai donc écrit au président de la République. Et j'ai dit au président de la République de rapporter, parce qu'il a pris ces ordonnances en violation notamment des dispositions de l'article 158 de la Constitution. Je lui ai dit de rapporter. En même temps, je relevais qu'il était loisible à l'Assemblée et au Sénat, réunis en congrès, de les mettre en exécution s'il échait. Ce sont mes paroles lors du point de presse. Et c'est dans mon texte. Mais la presse a beaucoup plus mis l'accent sur ce qui fait sensation. Tiens, Théodore Ngoï veut destituer le président de la République et l'UDPS est allé chercher une photo que j'avais donnée à Fedi Moulongo lorsque on m'avait forcé à l'exil, puisqu'on avait incendié ma propriété, où je suis avec Joseph Kabila, à qui j'avais amené, à qui j'ai présenté le pasteur Rey d'Afrique du Sud. Et nous avons cette photo avec le pasteur Rey et moi. On dit, bon, voilà, c'est la preuve qu'il est kabiliste. Mais vous avez ici, regardez là, c'est qui là? C'est Etienne Tshisekedi. Alimété?
Non, ça c'est à Sun City. Et Etienne Tshisekedi est en train de dire aux gens, Théodore Ngoï n'est pas comme les autres. Son épouse, Maman Marthe, m'a critiqué et il a dit, non, 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 tu ne parles pas comme ça, pasteur Théodore Ngoï. Il n'est pas comme les autres. Tshisekedi. Mais ce n'est pas la première photo, ça c'est en 2002. Hein, oui, 2002. Mais j'ai une photo avec Tshisekedi en 95. Avant de vous montrer la photo de Tshisekedi, j'ai la photo avec son fils dans l'église, qui est président de la République. Voilà. Ça c'est Tshisekedi. Et moi. Je suis donc tshisekidiste. Félix Antoine Tshisekediste. C'est ça, parce que je suis avec lui dans la photo. Et vous regardez, avant que Tshisekedi ne vienne, Moukeba, c'est son conseil principal qui est là. David Moukeba. David Moukeba, qui est venu négocier avec moi pour ce qu'on allait discuter avec Tshisekedi. Mais je suis moukébiste alors, puisque je suis avec Moukeba sur la photo, et vous voyez Moukeba avec Moukonkole à côté de moi dans mon bureau. Ensuite, les deux m'ont amené Kabound. Ça c'est Kabound. Je suis kaboundiste alors. Vous voyez, donc c'est un zonement obscur. Et donc, on a pris cette photo-là, c'est cette photo-là, avec Joseph Kabila. N'est-ce pas? J'aurais pu exercer les plus hautes fonctions. Vous voyez Joseph Kabila, il est très jeune là. Il s'est confié beaucoup à moi. Il a été très humble. C'est moi, je peux même dire que c'est moi qui étais strict. Parce que j'ai refusé toutes les fonctions qu'il me proposait, mais lui, il insistait. Humblement. Savez-vous que j'aurais dû être le premier secrétaire général du PPRD? Mais j'ai refusé d'entrer dans le PPRD. Alors, je ne sais pas où est passée la photo avec Tshisekedi dans son bureau. J'ai une photo avec Tshisekedi en 1995 dans son bureau. Mais Tshisekedi, d'ailleurs, ce jour-là, c'était en présence du député, comment son nom s'appelait, Lusangangele. Il m'a demandé si je ne pouvais pas entrer à l'UDPS. Je lui ai expliqué pourquoi je ne pouvais pas entrer dans l'UDPS. J'ai expliqué la même chose à Joseph Kabila, pourquoi je ne pouvais pas entrer dans le PPRD. Je cite les gens qui sont vivants, qui peuvent venir me contredire. Est-ce que le chef de l'État a violé la Constitution? Ben, je viens de vous le démontrer. Voilà, j'ai la Constitution ici, je vais la lire. Article 158 de la Constitution. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République. Je montre la Constitution parce qu'on peut dire non, il est en train de l'inventer. Voilà, je suis en train de lire à l'article 158 qui est là. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les 2 tiers des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau de l'enseignement universitaire. Les mandats des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans, non renouvelable. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe. Voilà. Ces dispositions que vous voyez ici sont ensuite soutenues par celle de la loi organique. Ça, c'est la loi organique qui est là. Et la loi organique dispose, en son article 2, elle reprend ce que je viens de lire. N'est-ce pas? La Cour constitutionnelle, si après la Cour comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en congrès et 3 autres par le Conseil supérieur de la magistrature. Il ne peut y avoir ni 2 membres, parents ou alliés, jusqu'au 3e degré inclusivement, ni plus de membres issus d'une même province. On doit d'ailleurs vérifier si de 3 qui le chef d'État a nommé, il n'y en a pas qui font partie d'une même province. J'ai appris qu'il y en a 2 qui viendraient d'Ngandanjika. Donc, et la loi dit, à l'article 4, est nulle de plein droit toute nomination intervenue en violation des articles 2 et 3 de la présente loi. Et si le président de la République nomme, alors qu'il n'y a pas eu renouvellement par tirage au sort, cette nomination-là, elle est nulle de plein droit. Donc la nomination de ceux qui doivent remplacer mes clients est nulle de plein droit. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Pourquoi? Parce que il y a une loi, une ordonnance-loi, elle est là. C'est signé par le président de la République. Donc c'est l'acte de Tshisekedi.
Même si celui qui l'a signé, c'est son prédécesseur. Mais c'est l'acte du président de la République. Il a violé son propre acte. Voici ce que dit cet acte ici. Cet acte dit: les fonctions des membres de la Cour constitutionnelle ou du parquet général après cette Cour prennent fin par expiration du mandat, démission volontaire ou d'office, révocation, décès. Tout membre de la Cour constitutionnelle désiré de mettre volontairement fin à ses fonctions conformément à l'article 28 de la loi organique adresse une lettre de démission au président de la Cour. Or, ici, nous n'avons ni démission, ni fin, expiration de mandat, ni décès, ni révocation, ni démission volontaire, ni démission d'office. Nous devrions avoir tirage au sort, mais nous n'en avons pas. Donc, le président de la République, qui ne peut pas, n'est pas ignoré, qu'il a prêté serment de respecter la Constitution, qui doit connaître la Constitution comme nous étudions la Bible, n'est-ce pas? Il savait qu'en nommant mes clients, il le faisait en violation des dispositions de l'article 58. La violation, c'est une transgression de la règle qui est établie. Et intentionnellement, ça dit de manière délibérée, en sachant ce que vous faites. Et il n'y a personne, je suivis quelqu'un qui prétend toujours que seul le constitutionnaliste peut interpréter la loi, ce qui est d'abord faux. Tous les constitutionnalistes du monde vous diront que la Constitution, l'interprétation de la Constitution est l'affaire de tous. Pourquoi? Parce qu'on a une interprétation doctrinale de la Constitution, c'est-à-dire les docteurs peuvent faire une interprétation. On a une interprétation juridictionnelle, c'est-à-dire les juges font l'interprétation, et lorsque il fait l'interprétation, il le fait à partir du projet de jugement que lui propose l'avocat. Moi, je suis avocat, j'ai, contrairement à ce que a fait croire ce professeur que je ne voudrais pas nommer, qui a attendu 10 jours pour répondre à ma lettre, parce qu'il n'avait pas d'argument. Il s'est dit constitutionnaliste et il dit que celui seul qui peut interpréter la Constitution, eh bien, il prétend que le pasteur Ngoï n'a jamais gagné une affaire à la Cour constitutionnelle. Moi, j'ai gagné des affaires à la Cour constitutionnelle. Je me souviens même du professeur Vundor qui a appris que j'étais à la Cour, qui m'a appelé, il a dit « je veux saluer ». Et il m'a salué parce qu'il avait lu, n'est-ce pas, ma requête. Il avait lu aussi mes conclusions. Et il a hautement apprécié le professeur Vundor. Et donc le président de la République, enfin je disais que l'interprétation de la Constitution peut aussi être faite par juridiction. Eh bien, quand on regarde la Constitution, et puis moi je suis politologue, hein, de formation universitaire, vous savez que les universités ont souvent compté en leur sein des facultés des sciences politiques et de droit, ou des facultés de droit et des sciences politiques. Parce qu'en fait, les sciences politiques, c'est du droit public. Et l'un des cours majeurs, importants, que moi j'ai eu en sciences politiques, c'est l'étude de la Constitution, c'est le droit constitutionnel. Et ensuite, je suis docteur en droit, et je suis LLM by Research, spécialiste du droit international. Procédure pénale et droit des fonds. Vous voyez? Et donc, vous allez me dire à moi que je ne suis pas capable de lire et de comprendre la Constitution. Ce ne sont pas des arguments. Moi, je demande à tous ceux qui se disent professeurs, docteurs, etc., de me rencontrer sur les moyens de droit. Est-ce qu'on a un tirage au sort présentement? Il n'y en a pas. Il est prévu l'année prochaine. Alors, le président de la République a nommé sur quelle base? Mais il y a encore d'autres moyens de violation de la Constitution. Vous savez que le président de la République peut faire l'objet d'une mise en accusation, non seulement pour haute trahison, l'élément constitutif de la haute trahison, et notamment un des éléments importants, c'est la violation intentionnelle de la Constitution. Je viens de vous démontrer que le président viole la Constitution. Mais le président de la République peut aussi être poursuivi pour des infractions de droit commun qu'il commettrait à l'occasion de l'exercice de sa fonction ou pendant l'exercice. Alors, si on ne nous prouve pas que le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni, ou nous étions en confinement, l'Assemblée générale de la magistrature, qui avait été convoquée, n'a pas pu se tenir, la session ne s'est pas tenue, alors on pourrait éventuellement avoir affaire à un faux en écriture. Mais ce n'est pas tout. Le contre-saint du Premier ministre, c'était... Voilà. Pasteur, oui, nous allons continuer.
En fait, vous avez beaucoup parlé, nous avons entendu. Vous êtes un scientifique, un homme politique, un homme de Dieu, ça vous colle à la peau. Pourquoi ne pas avoir emprunté d'autres voies pour résoudre cette histoire de juge nommé à la Cour de cassation? Et puis, savez-vous qu'il y a une ASBEL de la place qui lutte contre la corruption a déposé une plainte contre vous, justement, en rapport avec tout ça? Bien. D'abord, la plainte. J'ai lu en passant une plainte sur le net où un individu dit, voilà, l'avocat, il doit respecter le secret de la consultation et donc il a offensé le chef d'État en faisant état du fait que le chef d'État aurait violé la Constitution. Permettez-moi de vous dire, madame, qu'au Congo, le spécialiste de la question de l'offense au chef de l'État, c'est moi. Je dis bien au Congo. C'est-à-dire, je suis l'auteur d'un travail de fin de cycle qui a été hautement apprécié, non seulement par les professeurs Akele, d'heureuse mémoire, mais aussi par la Cour de sûreté de l'État. J'étais le dernier à comparaître devant cette Cour pour offense au chef de l'État. Si vous lisez un gros ouvrage sur le demi-siècle de jurisprudence de la Cour suprême de justice, vous allez trouver que pour définir l'offense au chef de l'État, on se réfère à mon travail de fin de cycle, que je publierai plus tard sous forme d'ouvrage. Donc je connais les éléments constitutifs de l'infraction d'offense au chef de l'État et la procédure. Bon, là-dedans, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on a commis. Alors les gens font un peu du théâtre. Je suis convaincu que les grands magistrats que je fréquente, qui vont être saisis de cette plainte, ils vont éventuellement nous appeler. Nous allons les écouter, qui nous disent en quoi nous avons commis une offense. Nous n'allons pas refuser, mais je suis convaincu que le magistrat va constater que bon, il n'y a pas de fait constitutif de... Alors, ils vont classer sans suite. Alors, maintenant, vous dites, pourquoi n'avons-nous pas emprunté une autre voie? Mais je ne comprends pas. J'ai écrit au président de la République. C'est une voie pour dire au président, vous pouvez rapporter. J'ai discuté avec quelqu'un de l'IDPS, qui est professeur, qui a dit, le président de la République n'est pas Dieu, il peut se tromper. Et donc, le président de la République peut constater, c'est un démocrate. Moi, je l'ai rencontré, c'est un homme très humble, hein. Et je crois qu'il est peut-être entouré des gens qui veulent le pousser à la confrontation. J'ose espérer que le président Tshisekedi, que moi j'ai rencontré, choisira plutôt la voie de la paix. C'est-à-dire, il a été président de l'Union pour la paix, c'est ça, n'est-ce pas? L'IDPS, la démocratie, la paix. Il y a la démocratie et la paix là-dedans. Et donc il va choisir la paix, il va regarder, est-ce que j'ai violé la Constitution ou pas? Excusez-moi, s'il n'a pas violé la Constitution, alors il va nous dire qu'il n'a pas violé la Constitution. Alors nous adoptons la voie suivante, c'est-à-dire, puisque nous avons écrit dans la même lettre lui destinée, a été destinée au président de l'Assemblée nationale, à madame la présidente de l'Assemblée nationale, à monsieur le président du Sénat. La Constitution dit, et je vais vous la lire, hein. D'abord, je vous lis l'article 166. On n'a pas beaucoup de temps, pasteur. Allons aux solutions durables. Vous ne voulez pas que j'éclaire vos devant toutes ces crises auxquelles nous sommes confrontés et ce qui bloque le pays, quelles sont les meilleures propositions que vous puissiez nous présenter pour sortir le pays de ces cercles vicieux? Dieu a dit à Moïse, tu ne violeras aucun droit. Tu suivras ponctuellement la justice pour que tu puisses demeurer dans les pays. Et Moïse était roi d'Israël. Le premier roi d'Israël, c'est Moïse. Le président de la République a dit qu'il a confié le pays à Dieu. Et je souhaite que le président de la République respecte la Constitution. La voie pour notre paix, notre développement, c'est le respect des règles. Parce que le respect des règles permet de protéger les droits de tous. Le droit à un travail, en respectant les règles selon lesquelles on donne du travail. On ne va pas donner du travail aux gens de sa tribu, en majorité aux gens de sa tribu. On va donner du travail à tous les Congolais. En Grande-Bretagne, on procède même à la discrimination négative pour éviter que l'on n'ait que les mêmes personnes parlant les mêmes dialectes au même endroit.
Et donc, le respect des règles pour la distribution de la justice, l'accès à l'emploi, l'accès au salaire, l'accès à l'eau, à l'électricité, au logement, à la justice, etc. C'est cela pour moi. Et c'est pourquoi j'ai été candidat pour la République et je le serai en 2023. Et je crois que nos amis de l'IDPS qui me suivent, qui n'auront pas, n'est-ce pas, l'idée qu'il faut soutenir simplement celui qui est de notre parti ou de notre tribu, qui verront en moi un homme constant, me soutiendront en 2023. Et pourquoi pas les gens des autres partis politiques comme le FCC, ils me soutiendront parce que je suis porteur des convictions. Et c'est un homme de convictions dont nous avons besoin à la tête du pays demain. J'apprends qu'il y en a qui poussent le président de la République à empêcher que les élections se tiennent en 2023. On dit Kabila a glissé, nous allons aussi glisser. J'espère que le président Tshisekedi ne va pas les suivre et qu'il prépare les élections de 2023 pour qu'il y ait élection. S'il les gagne, tant mieux. Mais s'il ne les gagne pas, il fera aussi la passation pacifique comme son prédécesseur l'a fait. Oui, on parle des réformes en République démocratique du Congo de plus en plus. L'Église parle de réformes approfondies. L'Église a même bloqué l'installation de la CENI à cause des réformes. Monsieur Fayulu, qui est maintenant votre allié, parle de réforme des institutions. Le groupe des 13 parlementaires parle aussi des réformes pour de bonnes élections. Finalement, quelle est la meilleure voie à suivre? Monsieur Fayulu n'est pas mon allié maintenant. Je vous ai dit, je pense, je ne sais pas si je l'ai dit, avec Fayulu, on a fait des déclarations depuis la CENI, ensemble, avec l'IDPS même, en groupe. Le groupe là qui est allé à Genève. Mais venez ici. Baba là venait représenter Bemba et Wanga venait représenter Katumbi. Katumbi, et même celui qui nous a quittés, voilà, il venait ici. Les réunions se tenaient ici, dans ma parcelle. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a convergence de vues entre moi et Fayulu. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une rencontre, des discussions, pour éviter que les gens... C'est toujours... Le dialogue permanent, c'est toujours bien de se parler, non? Moi, je ne refuse pas de parler au président Tshisekedi. Je n'ai jamais refusé de parler au président Joseph Kabila. C'est lui qui n'a plus jamais voulu me voir. Depuis la dernière fois que j'ai rencontré Joseph Kabila, c'est à l'IPC où j'ai donné un cours. Il était venu voir les kits électoraux. Et quand il est venu là-bas, je suis sorti, les étudiants ont commencé à crier « Théodore, président », les étudiants de l'IPC. Et il m'a vu, et puis je suis allé les saluer. C'est en 2005. Donc ça fait 15 ans que moi je n'ai jamais vu Joseph Kabila. Et beaucoup d'autres. Même, excusez-moi, même Bemba, avec qui j'avais fait alliance. Lorsqu'on lui a refusé d'être candidat, j'ai écrit tout un article. J'étais opposé d'ailleurs au professeur Nyabirungu, avec qui je suis conseil aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça, la liberté et la démocratie. Hier, j'étais opposé à Nyabirungu sur cette question de la candidature de Bemba, et j'ai écrit, mais je n'ai jamais vu Bemba venir me remercier pour ça. Pourtant, je l'ai fait spontanément. Savez-vous aussi que j'ai écrit une lettre à Mabunda, la présidente, pour dire qu'à la prochaine session, on doit demander pardon au président de la République parce que le débat sur ces ordonnances n'avait pas lieu d'être. Et j'ai écrit tout un article de 70 pages. En ce moment-là, on n'a pas dit, tiens, il est tshisekidiste, mais lorsque j'ai dit quelque chose qui est contre Tshisekedi, ah non, c'est un plan diabolique. Et donc, le problème, réellement, lorsque vous dites que l'Église a bloqué, n'est-ce pas? C'est ce que je vous disais, c'est un problème d'homme, de mentalité. L'Église bloque pourquoi? Ils ne s'entendent pas. Les gens d'église, ils ne s'entendent pas. Et ils ne s'entendent pas pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts divergents. C'est ça le problème. Ils ne mettent pas au-dessus. Vous savez que Tchani est allé voir le président de l'ECC pour lui dire « Je viens vous proposer de désigner Théodore Ngoï, président de la CENI. » Tchani, il y a longtemps, il est allé voir le président de l'ECC. Et Tchani est allé parler sur les médias. Tchani,
Il dit, parce qu'il a été avec moi, au collectif, il dit non, 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 non. Parce que est-ce que vous pouvez un peu mettre une croix sur votre vocation à devenir président de la République pour que vous puissiez diriger la CENI? Nous sommes sûrs que celui, si vous êtes à la CENI, eh bien, celui qui gagnera, c'est celui qui l'aura mérité. Savez-vous que mon préfet de l'école secondaire est encore vivant au-dessus du Diamba? Il m'a appelé dernièrement pour me dire, je raconte à tout le monde que quand tu étais commandant des élèves, à cause de ta droiture, tu nous as aidés à mettre la discipline. Mon autre préfet, Bamoué Mwamba, est à Kananga. On m'a dit qu'il est aveugle. Mais cet homme-là m'a défendu en disant, tu es un homme honnête et intègre. Tu vois comment c'est qui m'a empêché de siéger comme député, qui m'a jeté des pierres avec Moïse Katumbi quand je suis allé comme candidat. Lorsque j'ai été élu, c'est lui qui a dit Théodore Ngoï mérite d'être le président de la commission qui va rédiger le règlement. Il est intelligent et puis il est honnête, il est intègre. Si ces hommes de Dieu-là avaient voulu tout simplement qu'on ait quelqu'un d'honnête et d'intègre, pourquoi quand on leur a proposé de me proposer comme président de la CENI, ils ne sont pas venus, ils n'ont pas voulu le faire. Mais chacun a amené son candidat, et quand vous regardez, chacun avait son candidat de chez lui, de sa coterie, etc. Celui-là a un candidat de son parti politique. Et donc, on a ces problèmes-là, problèmes de mentalité. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez quelque chose à rajouter pour ce soir? J'ai prié le Seigneur qu'il fasse trouver grâce au président Tshisekedi pour qu'il prêche la paix par les choix politiques qu'il va faire, notamment en ce qui concerne la demande que je lui ai adressée. J'ai prié le Seigneur qu'il s'asseye seul, et qu'il regarde la Constitution, qu'il regarde Dieu, et qu'il décide de lever l'option de laisser Oboulou et Kilomba continuer leur mandat parce que c'est juste devant Dieu et devant le droit congolais. J'ai prié le Seigneur que le président Tshisekedi, qui a fait cette coalition, dans le cadre de cette coalition, trouve des solutions paisibles, pas de confrontation. Puisqu'il a choisi de s'entendre avec ceux que nous voulions chasser du pouvoir, eh bien, qu'il aille plus loin pour chaque fois trouver des solutions idoines. Je n'ai pas approuvé la sortie des gens dans la rue pour aller s'attaquer à des députés parce qu'ils ont fait des propositions de loi dans le cadre de leur fonction de député. Aller bloquer l'Assemblée. Mais c'est une atteinte à la démocratie. Ça peut provoquer la guerre. Encore que les raisons pour lesquelles on est allé dans la rue étaient fausses. Le parquet, historiquement, n'est pas le pouvoir judiciaire. N'a pas le pouvoir de dire le droit. Donc le débat a été faussé. Il faut que le président de la République rencontre des gens comme il l'avait voulu lui-même. Vous vous souvenez, il a dit de Fayoulou, c'est le soldat du peuple. Dans son discours, hein, le premier, en sa qualité de président de la République. Mais il faut discuter. Fayoulou était un homme respectable, honorable. Je l'ai vu soutenir, non pas comme on veut le faire croire, l'idée qu'il faut faire tomber ce qu'il dit, mais c'est en deuxième lieu qu'il dit, parce que c'est ce que prévoit le droit. En premier, il faut qu'il rapporte. Et je soutiens la démarche du pasteur Théodore. Quelle est ma démarche? Il rapporte, et puis on continue. Il ne veut pas rapporter, nous utilisons toutes les voies de droit, notamment d'obtenir que la mise en accusation ait lieu. Et toutes les autres voies de droit. Vous comprenez? Alors, pourquoi n'est pas le président de la République, pourquoi ne devrait-il pas, comme l'ont fait ses prédécesseurs, Joseph Kabila a géré le pays, mais mes frères, je me suis opposé à Joseph Kabila, mais je dois quand même apprécier un certain nombre de choix de Joseph Kabila. Par exemple, j'ai vu comment on l'humiliait pour refuser de prêter serment devant lui, notamment par les gens du MLC. J'ai vu cette scène à la télévision, mais il a souvent été humble. J'ai vu comment François Hollande l'a humilié. Je n'avais pas accepté ça, moi. Même si cet homme, le président Joseph Kabila, c'est à cause de lui qu'on m'a causé toutes ces souffrances. Mais j'estimais que c'est le président de mon pays, en l'humiliant comme ça, François Hollande, humiliait tous les peuples congolais. Joseph Kabila est allé à la rencontre de tout le monde, que Tshisekedi les fasse aussi, et qu'il rassemble autour de lui
et qu'il sorte, pour moi, des limites de l'UDPS et des limites de sa province. Il faut qu'il soit le président de tous les Congolais. Et Dieu le soutiendra. Merci, pasteur. C'est sur cette note d'espoir et de cohésion nationale que nous allons mettre un terme à toute vérité de ce soir. Nous espérons vous retrouver dans nos prochains numéros. Merci encore. Merci. Je dis merci à Sylvie Mboula. Merci Eric. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis.